Bonjour tout le monde. On est très heureux d'être devant un public si nombreux aujourd'hui. Vraiment, ça fait une grosse différence avec les sessions ou les rassemblements BIM qu'on a eu depuis les dernières 3 années. Ça augmente, mais alors vraiment, je pense que ça double chaque fois, à peu près, de mes yeux. Et je suis encore plus heureuse d'être ici avec un de nos clients les plus, comment dire, les plus merveilleux directement, la ville de Québec, parce que pour moi, BIM, c'est surtout de la collaboration. Donc, si on ne travaille pas en équipe, dans ce cas en tandem, on ne réussit pas. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça qu'on présente ensemble. Et en fait, on va parler un peu de BIM pour la construction qu'on a fait pour ce beau projet de l'amphithéâtre de Québec. Un peu pour BIM pour l'exploitation et l'entretien des bâtiments. Entre-temps, un peu pour Last Planner System, qui est un principe de Lean Construction et qu'on a utilisé dans le cadre de ce projet. Et tout ça va être bien sûr sur une trame qui essaie de faire valoir les bénéfices pour le client dans tout ça. Alors, je donne la parole à Jean Rochette. Alors, bonjour. Juste vous parler un peu du projet. On est à l'heure actuelle à 82% d'avancement, puis on prévoit toujours finir à l'intérieur du budget de 400 millions et le 15 septembre 2015, remettre les clés à l'opérateur du bâtiment. Juste pour vous donner une idée de ce que représente le projet, c'est un amphithéâtre de 18 000 sièges. Il y en a 7 600 à coursive principale, 7 100 à coursive supérieure. Il y a 2 250 sièges de gradins rétractables. Il y a des salons corporatifs où il y a 1050 places. Les parterres pourront contenir, quand on aura des spectacles, 2000 places de plus. Donc, c'est une capacité qui peut varier de 18 000 à 20 000. Et la complexité de ce projet vient aussi de l'intégration des équipements spécialisés, du mobilier spécialisé. Juste pour vous donner une idée, ça, c'est des chiffres, il y a beaucoup plus que ça, mais il y a 640 téléviseurs qui vont être intégrés au bâtiment et 1000 haut-parleurs, sans parler de tout le système de broadcast, le système de vidéo sur la glace, le système d'éclairage. Donc, et on l'a vu avec les gens de Pomerleau, surtout le surintendant qui est très bon, mais quand on lui a dit, il faut intégrer les équipements aussi, ça fait aussi partie du travail, la complexité du bâtiment vient aussi dans l'intégration des équipements spécialisés qu'aujourd'hui comprend un amphithéâtre. Ce n'est pas juste un panneau indicateur avec un power ring, là, pour parler en français, qui fait le tour, etc. Il y a beaucoup d'éléments technologiques, le Wi-Fi, le 3G. En fait, quand vous allez rentrer dans l'amphithéâtre, vos cellulaires vont fonctionner de la manière dont vous allez vouloir le faire, les iPads, etc. Donc, c'est un bâtiment qui est simple, parce que c'est juste une patinoire avec des gradins, mais complexe parce qu'il y a tellement d'équipements aujourd'hui qu'on peut rajouter. Si on regarde le contexte du projet, c'est le projet le plus médiatisé de Québec et je dirais pratiquement du Québec. Juste pour vous donner un exemple, quand je m'achète une nouvelle chemise, ça passe dans le journal. C'est c'est très difficile des fois à gérer. On a un engagement, ça vous l'avez certainement entendu, répété, à ne pas dépasser le coût de 400 millions. On a un maire qui fait très bien ce travail-là. Et aussi, on a une volonté d'en faire un projet éducatif, d'en faire un projet aussi modèle. Juste avant de passer à la prochaine diapositive que Ivanka va reprendre, c'est parce que la prochaine, je peux bien y aller, là. Si tu permets, la première ligne, c'est pour nous. Alors, convaincre le client. Comment on a fait ça? Parce que dès que Pomerleau est arrivé dans le projet, et puis il faut comprendre que Pomerleau est notre gestionnaire de construction, et il était rendu dans le projet en juillet 2012. On avait déjà les plans et devis de commencer.
on avait déjà un premier entrepreneur qui est rentré en septembre 2012 pour faire l'excavation et le plantage de pieux. Et Pomerleau m'a dit, ça serait bien qu'on installe ou qu'on fasse le BIM construction. Et je n'ai pas hésité très longtemps. La principale difficulté, c'est de convaincre. On est un donneur d'ouvrage, on est une ville, et les gens qui décident dans la ville, c'est le comité exécutif, c'est le conseil de ville, ce ne sont pas des ingénieurs, des architectes, ou s'il y en a, ce n'est pas des gens qui sont instruits aux travaux de construction. Ça, c'est bien important, là, parce que si Evenka dit que vous avez doublé, il faut falloir encore être tenace pour que ça continue, parce que j'ai eu la chance, et je vous dis, c'est juste ça, parce qu'on m'a demandé pourquoi payerait-on autant pour un logiciel. Et là, c'était de démontrer que c'était une approche. Et puis l'approche est simple, c'est que nous vivons dans un espace à 3 dimensions, et quand on nous explique quelque chose, c'est toujours mieux compris quand on le fait en 3 dimensions. C'est pour ça que les maquettes existent, puis c'est pour ça que je regardais à l'hôpital L'Enfant Jésus qui font des unités de soins en carton à grandeur nature, c'est parce que les gens comprennent mieux en 3 dimensions, c'est aussi simple que ça. Et pour finir sur ce point-là, c'est tellement bien compris à la ville, on a tellement démontré que c'était rentable et correct, on va vous en parler, on va même emmener le BIM en exploitation et en entretien. Pour faire l'exploitation du bâtiment, on va utiliser le modèle BIM qu'on a développé et qu'on va raffiner pour qu'il devienne en exploitation, en entretien. Et ça, maintenant, les autorités de la ville ne se posent même plus la question. C'est correct de le faire, puis c'est mieux que ça se fasse comme ça. Donc, il faut être tenace. Et si je compare ça à le développement durable et l'efficacité énergétique des années 90, il y a eu beaucoup de travail. Vous ne ferez jamais ça seul, il faut toujours aller chercher des gens, il faut toujours convaincre des gens. L'Acheray, qui est une association que plusieurs connaissent ici, là, avant d'aller dans le développement durable et l'efficacité énergétique, ça a pris un long moment. Aujourd'hui, nous, on va être lit d'argent à l'amphithéâtre, et lit d'argent, je peux vous dire que c'est rendu une pratique courante. Parce que les gens ont embarqué, l'Acheray a embarqué, et ça, c'est de vous présenter partout où vous pouvez pour pouvoir vendre le BIM aussi. OK, bien merci. C'est ça la collaboration. En fait, il a même fait mes slides. Donc, effectivement, quand on a eu ce désir de faire du BIM pour ce beau projet, on avait partagé notre offre à 2 temps. BIM pour la construction et BIM pour l'exploitation. Mais au tout début, c'était trop tôt pour parler de l'exploitation et de l'entretien. Donc, on n'était pas encore prêt d'aller jusqu'à si loin. Et tout ce qu'on a réussi en fait à vendre à notre client au tout début, c'était BIM comme une police d'assurance pour la qualité, le coût, le temps du projet. Et c'est ça en fait que Jean après a réussi à faire valoir auprès du conseil d'administration de la ville, etc. Ça a pris plusieurs présentations, etc., mais ça a finalement bien marché. Le mandat de Pomerleau, gérance de la construction, santé et sécurité du chantier. C'est le travail général de gérance que vous connaissez sur ce type de chantier. Mais en plus, l'obtention d'un mandat de BIM supplémentaire pour la construction et coordination des systèmes physiques. Donc, c'est notamment de ça qu'on va vous parler. Ça, c'est en fait une photo d'il y a déjà plusieurs mois de l'amphithéâtre, mais c'est le vrai projet, c'est pas le modèle. Bon, là, je vais vous raconter un peu comment on s'est pris pour faire pour remplir cette tâche-là. Ça, c'est le modèle fédéré. Peut-être qu'il y a certains systèmes qui manquent de cette image-là. Mais au jour d'aujourd'hui, on a vraiment tous les métiers, toutes les disciplines qui sont intégrées dans le modèle. Et la personne qui pilote tout ça au niveau chantier, Sébastien, il est là et je dois lui donner crédit parce que c'est lui qui met les mains dans la pâte digitale chaque jour.
ensemble avec un collègue à lui, Michael. Comment on a commencé en fait? Étant donné que BIM n'était pas requis depuis le début, il fallait que nous, une fois on a commencé à travailler avec cette approche, qu'on élabore le Project Execution Plan, donc le plan de gestion BIM pour le projet. Et à ce moment-là, on avait en fait juste des dessins 2D. On n'avait pas de modèles, même si les architectes et les ingénieurs en structure avaient fait des modèles. Mais étant donné qu'ils n'étaient pas obligés de nous les fournir, on ne les avait pas. Donc, on a commencé par faire le modèle de béton. Finalement, la ville, comme client, a réussi à nous fournir les modèles des architectes et des ingénieurs. Donc, on a pris ces modèles, on les a audités, on a vu si c'est la qualité qui nous permet de faire de la construction avec, et on les a poussés en fait à un niveau plus avancé pour s'en servir pour la construction. Tandis que tout ce qui est mécanique électrique et civil, on l'a modélisé nous-mêmes en interne parce qu'on voulait faire de la coordination 3D avant de mettre tout ça en construction et avant que les entrepreneurs spécialisés embarquent sur le projet. Après, ici je dis transfert des modèles 3D aux entrepreneurs spécialisés. Mais avant ça, il fallait les avoir, ces entrepreneurs spécialisés. Donc là, peut-être Jean pourrait ajouter quelque chose de côté de la ville, mais comment moi j'ai vu ça de notre côté. On a écrit les addendas pour les appels d'offres, parce que les appels d'offres venaient de la ville, où on disait qu'on va exiger BIM des sous-traitants, des entrepreneurs spécialisés. Et bon, la ville a lancé l'appel d'offres, on a eu les noms des gens qui ont eu les contrats, puis il n'y avait personne qui savait c'est quoi BIM. Alors, imaginez-vous. Mais ils étaient obligés. Ils étaient obligés, ils ont dit oui, on va faire du BIM. Peut-être qu'ils ont fait Google puis ils savaient à peu près c'est quoi, mais il n'y avait aucune expérience. Donc, tout ça pour vous dire que when there is a will, there is a way. Si les gens sont motivés, même sur un projet aussi énorme comme celui-là, on est capable de se mettre à niveau avec l'aide des partenaires, puis à faire un bon travail. Parce que c'est ça qui est arrivé à la fin. Je ne sais pas comment tu as vu tout ça. Bien. Oui, oui okay. On a vu ça de la même manière. Okay. Heureusement. On n'a pas répété ensemble. Donc, une fois les entrepreneurs spécialisés avec nous, ils ont continué, bien sûr, à développer ces modèles. Plusieurs de ces modèles ont été complètement transformés. Bon, il y a des leçons apprises au travers de tout ça, bien sûr, pour nous aussi. Mais finalement, au fur et à mesure, on remplaçait ces modèles de fabrication, en fait, dans le modèle fédéré. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, on a un modèle qui est tout à fait tel que construit, je peux dire, avec les modèles de fabrication intégrés. Mais au fur et à mesure, avec les changements, donc le modèle s'est fait évoluer. Parce que sinon, on ne peut plus se référer au modèle et sinon aussi, on ne peut pas avoir un as-built à la fin, tel que construit, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr, on a fait des réunions de coordination électromécanique et enfin de coordination multidisciplinaire, les réunions qui se passent, comme vous voyez sur les photos, avec le modèle qui est scruté à la loupe, avec les clashes détectés, etc. Tout le processus que vous connaissez certainement. Et finalement, on a aujourd'hui un modèle 3D qui est en train de se finaliser, donc modèle BIM tel que construit. Dans lequel, en fait, les entrepreneurs spécialisés participent autant que nous, je peux dire, parce que quand même, on a un bon part de travail. Convertir les entrepreneurs spécialisés, comment ça s'est passé? Encore le crédit beaucoup à Sébastien qui a beaucoup travaillé avec ces gens-là. Donc il y avait déjà l'exigence dans le contrat. On disait qu'il faut qu'il fasse BIM, mais il ne savait pas qu'est-ce qui va se passer s'il ne faisait pas de BIM. Alors moi, je ne sais pas s'il allait y avoir une punition ou non. Donc il y avait beaucoup de motivation. Donc, il fallait expliquer
comme quoi ils vont vraiment bénéficier de cette nouvelle approche, pas seulement au niveau concurrentiel, mais aussi avec des vrais bénéfices monétaires et de qualité de travail, etc. Plusieurs présentations, en groupe et individuellement, pour pouvoir montrer le bénéfice très concret, en fait, très concret pour chaque entrepreneur. Donner des conseils, prendre des cours, puis coacher, accompagner. Tout ça, c'est en fait des meilleures pratiques qu'on avait et qu'on voulait leur transférer. Et bien sûr, les réunions de coordination, c'était sûr que tout le monde devait participer, c'était une exigence. Là, en fait, je te passe la parole. Oui. On a une vidéo ici. Ah non, Oh. qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut cliquer sur l'image? OK. Encore une fois. OK, ça doit partir maintenant. Jerry? OK. C'était supposé marcher. Oui, et à chaque fois que j'essayais, moi aussi, ça ne marchait pas. Mais parce que j'ai utilisé. Mais vous allez pouvoir le voir si vous allez sur le site Internet de la Ville de Québec. Il est disponible pour être vu. Et c'est en fait une modélisation dynamique de ce qui s'est fait avec la structure d'acier. Si vous pouvez trouver l'animation, parce que je l'avais donné. En fait, Jerry Lattman m'avait dit que ça fonctionnait hier ou avant-hier, donc je n'ai même pas pris le soin de vérifier. Mais on va faire comme à la télé, lors des nouvelles, on prendra le reportage plus tard. OK. On va vous... OK, on va la mettre dans la pause. En plus, il y a de la musique dedans, donc on pourra même danser dans la pause. OK. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que l'amphithéâtre a été construit à l'intérieur d'un site qui s'appelle Expo-Cité à Québec. Et c'est un site qui est déjà occupé, où il y a le Colisée Pepsi, le centre de foire et d'autres pavillons de la jeunesse, pavillons du commerce. Et notre défi aussi, c'était de faire la gestion du chantier à l'intérieur d'un espace qui est encore vivant et en plus, où la Ville faisait des travaux, notamment dans toutes les rues du quadrilatère qui entourent le chantier. Donc, la coordination de BIM avec Expo-Cité et les autres travaux autour de l'amphithéâtre ont été faits avec l'approche BIM toujours. Donc, il y avait la gestion des matériaux sur le site, la gestion des livraisons, de la circulation, et aussi pour assurer la santé et sécurité, parce que vous comprendrez que chaque chantier devient une unité différente où on doit gérer la santé et sécurité et à obtenir, par exemple, une entrée, une sortie. Et tout ça, c'était difficile à gérer, mais on le fait en apprenant l'approche BIM. Par la suite, et ça, je trouve que c'est une photo qui démontre ce que fait BIM en un coup d'œil, pas un clin d'œil, un coup d'œil. C'est ce que vous voyez en haut, c'est ce qui a été modélisé et travaillé avec chacun des entrepreneurs avant même qu'un outil soit sorti. Et ce que vous voyez en bas, c'est le résultat, et on n'a pas recommencé. Alors, les entrepreneurs, oui, il faut le mettre dans leur contrat, mais ils y ont vu leur avantage à travailler avec le BIM. En fait, c'est minimiser les déficiences, effectuer correctifs. C'est utile pour le contrôle des demandes de paiement progressif aussi. Ça détecte les conflits a priori, vous l'aurez compris. Et ce qu'on a demandé de faire, et je vous le conseille, c'est qu'on a demandé à Pomerleau, et c'est encore Sébastien qui fait ça, là, mais c'est de faire un rapport BIM qu'on met dans le rapport mensuel. Et je vous garantis que si on le met à chaque mois dans le rapport mensuel, le comité directeur, les autorités le lisent et viennent qu'à le comprendre et à l'intégrer dans leur façon de voir les choses. Et c'est très important. On rapporte ce qu'on fait, on dit ce qu'on fait avec cet outil-là, et ça peut servir pour ça nous évite à expliquer longuement ce que ça fait.
Les technologies. On a utilisé, ce que vous voyez à l'écran, vous connaissez certainement ça aussi, c'est un iPad géant. Alors, on l'a expliqué comme ça aux gens, là. C'est un écran tactile où on peut voir tous les plans et devis sans forcer. On peut tourner les pages. C'est très, 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 très friendly user. On peut voir les plans en PDF. On peut faire des annotations sur les plans. Et on peut aller sur le chantier. Et puis avec les tablettes, moi, j'ai bien aimé les tablettes, les iPads. Les gens ont beaucoup, beaucoup intégré ça dans leur pratique. Et on voyait des surintendants de chez Pomerleau, mais aussi des ingénieurs conseils arrivaient avec leurs tablettes. Puis, il n'y avait plus de pad avec un crayon. Ils avaient leurs tablettes, ils regardaient ça ensemble. Donc, cet outil-là, en ayant le modèle, vous l'emmenez sur le chantier. Tout à l'heure, il y en a un autre conférencier qui en a parlé, mais c'est très, très, très important d'avoir cette technologie-là et de l'utiliser, parce que même ceux qui étaient plus vieux, qui étaient moins habitués à ça, l'ont fait et l'ont intégré à leur pratique. Et c'est important aussi, je dis toujours, je ne suis pas spécialiste BIM, mais si vous voulez intégrer BIM dans les pratiques, il faut que les gens l'utilisent, le BIM. Et comment l'utiliser? Bien, si ça vous coûte 5 iPads de plus, je ne sais pas, Louis, on en a acheté combien à la ville, mais en tout cas, on s'en est offert pour traîner le modèle. Et c'est important pour vendre aussi cette approche-là. Le BIM et Last Planner System, en fait, le Last Planner System, si on peut résumer ce que ça fait, le Last Planner System, c'est ça. Tous les entrepreneurs spécialisés se parlent, se mettent autour d'une table, définissent des dates jalons, puis se font un plan de travaux qu'il faut qu'ils réalisent dans la prochaine semaine, deuxième, troisième semaine. Il identifie les conflits potentiels. Il vérifie, et ça c'est important, hein, il vérifie que chaque entrepreneur est prêt à faire les travaux lesquels ont été planifiés là, dans ça. Là. Alors si vous avez un électricien, un entrepreneur en ventilation, il faut s'assurer qu'ils ont les matériaux, la main-d'œuvre, et qu'ils sont rendus dans cet espace-là, puis qu'ils le font après les autres. Ça, c'est important. Et ça définit les séquences de travail et ça définit comment s'embriquent les travaux les uns avec les autres pour arriver à un résultat. Et ça ne sauve pas d'argent, mais ça sauve énormément de temps. Puis comme le temps est de l'argent, ça sauve l'argent. Bon, en fait... Et on a mesuré avec le Percent Plan Complete, là, je l'ai lu parce que c'est PPC, nous on est habitués à ce langage-là. Ça nous dit ce qu'on a planifié, est-ce qu'on a été bon? Puis on se donne des cibles, merci, j'allais dire target, en tout cas, merci. Et c'est ça qui est très important, c'est que le PPC, on l'a dans le rapport mensuel. Et si on remarque la tendance du PPC, parce que je l'ai fait ce matin avant de venir ici, il augmente depuis le début du chantier. Il augmente. Alors, ce n'est pas le fruit du hasard si notre PPC augmente, c'est parce que les entrepreneurs ont intégré ça dans leur... Ils ont été obligés, puis il faut falloir le faire. Il faut toujours obliger. Mais ils ont vu leur avantage à l'utiliser avec le temps. Ça, je vais passer assez rapidement parce que c'est les bénéfices sur les coûts du projet. Évidemment, quand on travaille a priori plutôt qu'à posteriori, on fait moins d'erreurs, on se pose moins de questions. Après, il y a moins de conflits, donc on sauve de l'argent. Mais on dit... OK, c'est la petite affaire qui appelle à faire. Donc, on gère les conflits et ça aide aussi les entrepreneurs à ne pas chicaner. Vous comprendrez pourquoi. Là, si on les fait travailler ensemble, si on les fait travailler un après l'autre, que personne ne perd d'argent, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Mais tout le monde sauve de l'argent et c'est ça qui est important. Il faut que les ingénieurs, les architectes, les entrepreneurs et le propriétaire sauvent tous de l'argent et BIM est un bon véhicule pour ça. Et l'intangible, moi je prétends encore que si on rentre dans notre budget, et si on rentre dans notre échéancier, un des vecteurs importants, ce n'est pas le seul, là, mais un des vecteurs importants, c'est l'utilisation de BIM dans notre projet.
La gestion de projet, donc, mais ça, je vais le répéter, c'est encore la même chose, mais on augmente, mais c'est surtout la dernière phase, on augmente la qualité d'exécution visible et on réduit les extras. Et au chantier, ben, on fait tout le monde, comme ma mère disait, accordez-vous, c'est si beau l'accordéon. Les entrepreneurs s'entendent, ne se chicanent pas. On n'est pas obligé d'aller chercher les contremaîtres à chaque fois qu'il y a un problème. Les employés, les travailleurs savent ce qu'ils ont à faire, ça a été géré a priori, ils y vont et ça se fait bien. Je vais vous donner, pour finir, on peut passer à l'eau. Okay. Les bénéfices du client, vous les voyez sur la diapositive, mais il y a un exemple qui est arrivé quand on est venu pour faire la salle de la réfrigération de la glace de la patinoire. On a eu l'entrepreneur n'était pas d'accord avec, il y avait des plans 2D. L'entrepreneur disait que ce qui était montré sur les plans 2D, parce que la salle de réfrigération était assez petite, là, par rapport à l'équipement qu'il y avait dedans, ne faisait pas, puis il voulait faire son propre modèle et ça amenait beaucoup de... On voyait que ça allait retarder et nous, on savait que dans les contrats des professionnels, les salles de mécanique devaient nous faire le rendu 3D. Et je vais vous dire, on l'a exigé de notre consultant en ingénierie, SAGP, et quand ils l'ont fait, et j'étais même à la réunion, je ne vais pas à toutes les réunions, mais là, cette réunion-là, je trouvais qu'on était en train de perdre notre échéancier, surtout par rapport à la glace, la patinoire. Et quand on est arrivé puis qu'on a réussi à leur parler, je vous dis, ça a été instantané. Je ne sais pas si chez Sébastien et Louis étaient certainement là. On a déroulé les plans, ils ont vu les vues 3D. La réunion n'a même pas duré une demi-heure. Je vous le dis, là, les gens se sont entendus et l'entrepreneur a convenu que c'était la meilleure solution. Comprenez-vous? Alors, les deux ont vu l'avantage qu'ils avaient. Et c'est ce que je voulais dire pour les bénéfices, mais c'est un exemple qui exprime très bien la meilleure valeur, un coût échéancier optimisé, la meilleure qualité, et surtout, et c'est ce que vous parlez, Ivanka, les données pour les opérations et la maintenance. OK, je vais essayer d'y aller plus vite. Donc, c'est un graphique que je trouve très intéressant. Je pense qu'il circule un peu moins dans les présentations que l'autre, qui est avec la productivité qu'on voit à chaque fois. Ça, c'est en fait une explication de comment, dans le processus traditionnel, qui est avec les lignes saccadées et qui se coupent, on perd de plus en plus d'argent en avançant dans le projet. Et comment BIM, qui est le processus qui est au-dessus, qui fait une ligne tout à fait sans faille, nous permet de sauver cet argent, en fait, qui représente cet argent, en fait, les données, le temps perdu pendant chaque coupure dans le projet. Donc là, on va essayer avec notre dernière étape de travail sur BIM avec la Ville de Québec de sauver cet argent-là, le grand cercle à la fin. Pour faire ça, en fait, ça prend d'abord une bonne compréhension des besoins du client. Donc, on ne peut pas décider de faire de BIM pour l'exploitation de bâtiments, puis ne pas savoir qu'est-ce que le client veut, comment il travaille aujourd'hui, c'est quoi ses systèmes, etc. D'ailleurs, les premiers essais qu'on a fait pour transférer des données de BIM pour Facility Management, c'était avec Ecodomus, au travers d'un de nos partenaires à UBC, qui utilisait ça, donc on a travaillé un peu avec eux. Après, on s'est rendu compte que la Ville de Québec utilise déjà un système d'exploitation de bâtiments qui est Maximo, donc on ne va pas les faire changer, ça ne se fait pas. Ça prend tellement de temps de le mettre en place. Ben oui, certainement. Et ils ont un autre système, Archicad, qui est pour Archidata, pardon, qui est pour la gestion des espaces. Par contre, avec les entrevues qu'on a fait à la ville, on s'est rendu compte que la Ville de Québec utilise à peu près 15% des capacités de Maximo. Et les gens qui travaillent avec le système et qui sont dans le département d'entretien
ils se rendent compte qu'ils utilisent Maximo de façon très bas niveau et qu'il y a beaucoup plus de potentiel, sauf que ils n'ont pas les données, ils n'ont pas cette puissance des données en fait qui va leur permettre de l'utiliser plus. Aujourd'hui, la saisie des données est manuelle, ça prend des mois pour entrer les données, etc. En plus, ça se fait à partir des dessins qui ne sont même pas les TQC comme installés, etc. La mise à jour est aussi manuelle. Voilà comment ça, l'information est rassemblée aujourd'hui et comment on va le faire d'ici quelques mois. La possibilité d'avoir le 3D et avec la documentation linkée sur chaque objet, sur chaque équipement ou sur chaque espace dans le 3D. Cette documentation va être éventuellement sur le SharePoint de la ville où ils partagent leurs documents. Par contre, étant donné que la plupart des gestionnaires de l'entretien, etc., ne sont pas habitués de travailler en 3D, ils peuvent continuer, bien sûr, à travailler de façon traditionnelle avec leurs interfaces que vous avez vues au début de Maximo, avec les tableaux avec lesquels ils sont habitués de travailler. Qu'est-ce que ça nous permettra, qu'est-ce que ça leur permettra en fait de faire? Vous voyez ici le temps de saisie est beaucoup raccourci. En fait, ce n'est pas même de leur côté que ça va se passer de notre côté. Les données sont vraiment les dernières données qui sont précises et à jour. Tout va correspondre à la réalité. Ils pourront activer d'autres modules de Maximo qu'ils n'utilisaient pas aujourd'hui. Ils pourraient aussi appliquer les mesures en santé et sécurité, cadenassage, etc., qui sont dans la ville de Québec. Ils ont ces mesures-là, mais ils n'arrivent pas à les activer dans Maximo parce que, à cause de toutes ces raisons-là. Et finalement, quelque chose qui est particulier par rapport à ce projet, parce que la ville de Québec est le propriétaire, mais pas l'exploitant de bâtiment. Alors, par contre, dans 30 ans, ou je ne sais pas combien, vous allez récupérer ce bien. Et pour ne pas avoir des surprises qu'ils ont déjà eues avec d'autres projets, ils peuvent garder toujours un œil sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'opérateur. Et depuis quelques mois déjà, on parle aussi avec l'opérateur. Donc, on va faire un travail à trois entre propriétaires, nous et l'opérateur pour avoir quelque chose qui se tienne au niveau fonctionnement après. Donc, ça va être la même base de données qui va servir à l'opérateur et à la ville de Québec dans le cas idéal. Et en fait, ça va sauver à la ville de Québec certains audits, visites au chantier, etc., qui sont obligés de faire s'il n'y a pas une base de données commune. Donc, du temps et de l'argent sauvé. Je sais que j'ai plus de temps. Je vais juste vous montrer quelques images en fait, de la marche entre le BIM pour la construction, qui est un modèle, ça c'est le modèle d'un étage ici, donc il y a un audit qui se fait, une finalisation, paramétrisation des modèles et après transfert. Kobe, vous avez déjà vu ce schéma tout à l'heure, c'est juste un rappel. Et finalement, l'interface 3D qu'on pourrait utiliser même sur iPad si nécessaire. On peut se promener avec le iPad dans notre bâtiment et se servir soit des barcodes, soit directement accéder à l'information en cliquant sur les objets. Je peux vous dire que le département de l'entretien et de l'exploitation est très motivé d'aller de l'avant avec ce projet. Louis Tremblay, qui est aussi project manager quelque part ici, oui, il est vraiment un leader là-dedans aussi, puis il est devenu un beamer lui aussi. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de mener vers une finalité, j'espère, qui va augmenter votre bénéfice de ce projet-là. Alors voilà, je ne vais pas perdre plus de temps. On pourrait bien sûr extendre ces utilisations à d'autres départements de la ville de Québec, comme la gestion des espaces, etc. Mais on verra ça plus tard.
Et finalement, là, je vous ai mis un schéma qui est un peu plus généralement, chez Pomerleau, en fait, un cycle de projet de design build. Qu'est-ce qu'on prend en compte, qu'est-ce qu'on prend en charge quand on travaille sur des projets BIM. Donc, on commence par ce que le client et l'architecte nous donnent. On contrôle la programmation fonctionnelle de FTP, on fait toutes les autres utilisations que vous avez vues pour arriver à la gestion de l'équipement après. Et bon, c'est le takeaway. C'est juste quelques chiffres ici en tant que bénéfice pour le client, disons, on va focuser sur ça. On pense que pendant la construction, le client peut sauver jusqu'à 7% ou autour de 7% de la valeur du projet. Et pendant l'opération, on n'a pas encore de données. Et dernier message, que BIM, c'est vraiment un effort qui est en amont du projet. Et vraiment, il faut probablement changer la façon dont les professionnels sont payés pour qu'ils puissent avoir leur part correcte de grands morceaux, parce que c'est à eux de nous fournir les premiers modèles. C'est quelque chose qui ne se passe toujours pas. Donc, au nom de cette collaboration et cette optimisation et cette qualité qu'on cherche, il faut que nous tous, on travaille pour améliorer aussi le cadre contractuel. Voilà, merci. Désolée pour le dépassement. Merci beaucoup. On part la vidéo, Jerry? On va voir votre vidéo finalement. Il n'y a pas de musique. Je voulais vous féliciter. C'est vraiment une présentation qui était très intéressante et très motivateur pour un donneur d'ouvrage. You don't have to. Are we done? No? Ouais. On peut peut-être le repasser pendant la pause. Donc, ouais. Donc, on va continuer avec la session, une autre session de courtes petites présentations. Donc, Jerry, je ne sais pas qui est le prochain. Donc,